C'est la 9e édition de l'UT4M, la fabrique de tracés de trail magique version 2021 bat son plein. L'Ultra Trail des 4 massifs bordant Grenoble sont arpentés par des milliers de trailers venus fêter ensemble le bonheur de retrouver les dossards et les sentiers pour une compétition extraordinaire. Les engagés de l'UT4M 160 Challenge sont notre fil rouge. C'est la course permettant chaque jour de profiter d'un massif. Hier, la devise était « Vercors pluvieux, Vercors heureux ». Et avant de filer en Beldonne et en Chartreuse, voici venu le temps du Taillefer. La deuxième étape sur 4 propose 49,3 km pour un dénivelé de 3420 mètres positifs, 3180 de négatifs. Départ de Vif, direction le lac de la Fraie, montée à l'Alpe du Grand Cerf, puis le Pas de la Vache à 2600 mètres d'altitude, avant une redescente endiablée vers le lac du Pour-Soleil et une arrivée méritée à Riou-Pérou. L'idée, enchaîner globalement une distance d'un gros ultra sur 4 sessions pour voir si après on pourra venir à l'ultra en tant que tel dans sa globalité. Je ne sais pas dans quoi je me lance à chaque étape, donc c'est vraiment le finish. Je trouve que le principe de courir 4 jours de suite, c'est bien, quoi. C'est original, il n'y a qu'ici qu'on a ça. Ça fait plaisir, en plus je suis une fille du Nord, je suis du plat pays, donc on essaye de compenser comme on peut par l'entraînement, donc c'est marrant en montagne de se retrouver meilleur grimpeur, quoi. Faut le maintenir 4 jours, quoi. Là c'est le jour 1, alors après il faudra voir le 4e jour. Si franchement à l'arrivée j'arrive à le garder, c'est l'exploit de ma vie, quoi. C'est parti depuis Vif à l'assaut du Taillefer. L'hydratation c'est important, c'est ce que veut rappeler à nouveau Dame Nature sur cette deuxième étape sur 4 probablement. Les bénévoles aident les centaines d'engagés dans le 160 à s'extraire de la zone urbaine. C'est surtout plaisir d'être là, même si le niveau n'y est plus, le plaisir reste. Le maillot de meilleur grimpeur est sur les épaules de l'Allemand Julius Hott, chaud à souhait à la montée. Il se présente en tête au ravito de la Fraie. I went fast on the climbing because of the climbing jumper. Jan Gutermann, 3e du général, lui emboîte le pas dans des volutes de brouillard qui donnent une touche encore très différente au lieu de traversées mystérieux et magiques. Chez les élites dames, le duel sportif entre Céline Finas devant et Kathleen Navis seconde continue. La meilleure grimpeuse reste au contact de la tête de course. On est au ravito de la Morte dans le massif de Taillefer. En élite homme, c'est en duo que se présentent Jan Gutermann et Aurélien Collet. Ce dernier porte le maillot de leader et affiche 10 minutes d'avance au général. Je veux bien un petit bout de cake aux fruits s'il vous plaît. Céline Finas mène son monde. Difficile de voir, toujours peur de ne pas voir les fanions, mais ça va, c'est bien indiqué sur le parcours. Un balisage efficace d'un côté, une vigilance accrue de l'autre. En élite comme en amateur, les conditions changeantes exigent une concentration de tous les instants. Le maître mot restant plaisir de courir et gravir. Ça va, pas facile. Bonne montée, mais je redoute la descente. J'ai envie de rentrer et d'être dans mon canapé. Sinon ça va. Ah ben, vivement le code. Oh. Chez les filles, derrière le duo de tête figure Nathalie Mauclair, une surexpérimentée du trail, qui peut se targuer d'avoir remporté l'UTMB en 2015, la classe ultime, et une sacrée concurrence pour les filles qui grimpent. Je vais vite, très vite, je suis une comète humaine universelle, je suis un homme pressé. Aurélien Collet s'installe en tête. Merci. Merci les gars. Bonne course. Avec courage. I have no ITRA points or anything, just yeah, I did triathlon before. I was living in Tokyo in Japan, so it's really bad for cycling, and because of the COVID I didn't swim, so I switched to the trail running more and more. Tandis que la famille du trail s'élargit, l'écart grandit entre Aurélien Collet et Jan Gutermann. En élite fille, on ne sait pas trop à quoi pensait Céline Finas à ce moment-là, mais ses poursuivantes pensent certainement qu'elle est à nouveau dans un bon jour.
Kathleen Navis consolide sa seconde position du général. Elles avaient 4 minutes d'écart sur la première étape, une vingtaine les sépare à ce moment. La devise de l'UT4M, là où la magie se produit, prend enfin tout son sens quand les conditions météo s'apaisent. Un tableau bucolique idéal pour une fin d'étape 2. Le dénouement final par le passage de la ligne d'arrivée pour Aurélien Collet. Et de 2, l'étape et le lead du général sont pour lui au bout de l'effort en 6h05 secondes. Julius Hott est 3,51 derrière. I never ran so far before. I only run like 10K and half marathon, but I will train for it and I will try. And I cannot run so slow. I can only run fast. Maybe I'm gonna die tomorrow. Il grimpe très très fort, il va super vite en montée. Le podium, ça va être la guerre, franchement ça va être trop dur. Donc voilà, donc on va se battre encore demain et puis encore après-demain. Céline Finas impériale, coup double pour elle aussi, étape et générale. Kathleen Navis, seconde, lâche 25 minutes sur cette étape. La seconde journée de l'UT4M se termine pour nos vaillantes et vaillants trailers engagés dans l'UT4M 160 Challenge que nous suivons à la trace. 2 massifs sur 4 ont été parcourus. Il restera bien sûr la Chartreuse en dessert le dernier jour, mais demain, pour la 3e étape sur 4, nul doute que toutes et tous vont bel et bien tout donner en belle donne. Aujourd'hui, on rejoint sur les tracés les engagés dans l'UT4M 160 Extrême. Les 4 massifs enchaînés en une traite, départ à Cessin, arrivée à Grenoble. Ils courront de jour comme de nuit, 172 km, 11 330 de dénivelé positif. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on vous contera plus tard. Passé Yann Guterman en direct, il est dans les lacets au-dessus de la Bastille, entre le Rachet et la Bastille. Yann qu'on vient de voir dans le résumé et qui pour l'instant est parti pour prendre la 2e place de cette étape. C'est serré hein, sur le 160 Challenge puisque derrière c'est Aurélien Collet qui a été leader pendant 3 étapes. Aurélien qui s'est perdu hier, vous le verrez dans le résumé du 3e jour qu'on diffusera tout à l'heure. Et Aurélien qui est derrière Yann Guterman en chasse. Et puis on a Nicolas Duhail également qui est en train de descendre sur Grenoble, 4e de ce 160 Challenge. Le voilà Nicolas Duhail qui est dans les dernières minutes de course. On attend Thomas Balabo d'une minute à l'autre ici, le vainqueur annoncé de cette 4e étape. En attendant, j'ai à mes côtés, on reste dans le médical avec Benoît Besse. Bonjour Benoît. Bonjour. Médecin ici sur cette UT4M et Sébastien Deutsch. Bonjour Sébastien. Bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Qui chapeaute les secouristes, hein, l'association de la sécurité civile. Benoît, le rôle d'un médecin sur un trail aussi long, aussi dur, on a vu qu'il y avait les 2 tiers par exemple des candidats des partants de l'extrême qui ont abandonné en cours de route. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire de la figuration comme ça peut l'être sur des courses moins dures parfois où les secouristes sont là au cas où mais où il ne se passe pas grand chose. Il y a toujours une responsabilité importante et c'est vrai que cette année, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'abandons à cause de conditions météo particulièrement défavorables. Et donc c'est vrai que les coureurs qui passent plus de 24 heures en course en montagne vont parfois manquer de lucidité sur leur possibilité d'aller jusqu'à la prochaine étape et de se rendre en sécurité à un endroit où ils peuvent être récupérés. Et donc grâce au travail de terrain des secouristes qui sont nos yeux, nos oreilles et nos mains pour pouvoir évaluer la victime, on doit pouvoir décider quand est-ce qu'il faut arrêter les coureurs qui sont toujours déçus d'être forfaits pour raison médicale. Mais c'est la responsabilité qui était la mienne sur cette édition. On les voit là en direct passer au sommet de Chamchaude. Pour ceux qui connaissent Chamchaude, il n'y a pas d'accès routier, on ne peut pas facilement aller secourir quelqu'un. Comment ça se passe Sébastien? Les secouristes sont répartis à des endroits stratégiques sur le parcours? Tout à fait. Alors déjà c'est un gros travail de préparation puisque un dimensionnement de secouristes sur une manifestation comme celle-ci, ça se prépare dans le cadre d'un dispositif prévisionnel de secours, c'est-à-dire qu'on doit prévisionner et savoir où les gens vont avoir besoin de secours et s'il se passe quelque chose à un endroit, être capable dans un délai réduit ou acceptable d'avoir une équipe de secouristes spécialisée ou non, avec un médecin ou non, avec un infirmier ou non, une infirmière, pour pouvoir porter secours rapidement. Il y a combien de personnes réparties sur l'ensemble du parcours? Ça représente en gros une 50aine de secouristes
qui se relaient sur tout le dispositif UT4M. Ça représente 6 ambulances, ça représente 8 voitures dans lesquelles des médecins peuvent être présents, ça représente 3 quads, 4 motos et un PC secours où Benoît est présent du début jusqu'à la fin, où il va prendre des décisions médicales auprès des patients, des concurrents, mais aussi avec l'organisation UT4M pour pouvoir prendre des décisions à cause de la météo, à cause de terrains qui deviennent dangereux. Et les décisions sont conjointes entre les secouristes, l'avis précieux de Benoît et les organisateurs qui nous permettent justement de prendre la bonne décision. Et puis donc sur cette édition, en complément des 50 secouristes, on avait plus d'une dizaine de professionnels de santé, médecins et infirmiers, qui complétaient le dispositif pour pouvoir prendre en charge les victimes et les secourir. Est-ce qu'il y a eu des gros problèmes? On parlait du nombre important d'abandons, plus des 2/3 des partants de l'Xtreme. Est-ce qu'il y a eu des interventions importante sur cette édition? Alors, j'ai pas encore les chiffres définitifs parce que la course n'est pas terminée. On est à plus de 150 interventions et sur les bases de vie, j'ai pas non plus le décompte exact, mais beaucoup de prises en charge, que des blessures légères par chance, aucun accident grave cette année. Par contre, des difficultés techniques d'accès routier pour des concurrents qui ne peuvent plus marcher. Et donc, on a dû intervenir pour les aider à rejoindre la civilisation. Il y a éventuellement l'hélicoptère qui peut intervenir en cas de vraiment gros problème ou d'évacuation difficile? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les services publics de secours. Mais le but justement d'un dispositif prévisionnel de secours, c'est de prévisionner tout ça et d'éviter que les services publics interviennent sur quelque chose d'organisé. Et c'est là tout notre travail et toute l'ambiguïté, puisqu'on doit être capable de s'autogérer. Et d'un autre côté, il y a des endroits qui ne sont pas de notre spécialisation, c'est-à-dire la haute montagne. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à des secouristes spécialisés qui ont fait partie de ce dispositif prévisionnel de secours UT4M, qu'on a utilisé pour aller dans des endroits un peu escarpés, pour prendre en charge les victimes et surtout nous faire de la physionomie pour savoir si c'était grave ou pas et s'il fallait les évacuer tout de suite ou ils pouvaient se reposer. C'était le but de Benoît, de pouvoir dire cette personne, il faut qu'elle soit évacuée tout de suite ou alors on peut temporiser et dès qu'elle ira mieux, on l'aidera à descendre. Et c'est ce qui a permis de faire aujourd'hui 0 évacuation par des services publics de secours et tous les concurrents ont été absorbés par nos équipes de secours. Donc ça représente un nombre qui est important, mais dans la préparation, on avait beaucoup travaillé sur la déshydratation, puisqu'on pensait avoir une météo avec de grandes chaleurs. Ce qui est l'habitude au mois de juillet, normalement. Exactement, donc tout a été calculé comme ça. Et on se retrouve à aller plus sur de la bobologie, des dermabrasions, des plaies à suturer. Des chutes peut-être plus nombreuses avec le terrain glissant. Des chutes avec des genoux, des chevilles, mais moins de déshydratation. Donc du coup, on a dû modifier notre plan d'action. On le disait, certains coureurs qu'on voit, les dossards rouges notamment, ont passé 2 nuits dans la montagne. C'est un moment plus stressant la nuit, Benoît, pour un médecin qui est responsable du dispositif? C'est un moment de vigilance accrue, en tout cas. On essaye de savoir où sont les gens. On a eu à prendre des décisions avec la direction de la course pour obliger les concurrents à emmener plus de vêtements chauds. Grâce à cela, on n'a pas eu à déplorer d'hypothermie et de complications liées aux températures inhabituellement froides pour la saison. Et puis de la même façon, on a adapté le parcours pour être sûr de ne pas mettre en difficulté de concurrents dans Beldon. Passé 18 h, on leur a interdit l'accès à une zone plus risquée, avec du coup une pénalité sur leur temps de parcours. Mais on a réussi à anticiper cette mesure de sécurité. Et c'est une organisation tant pour l'UT4M que pour les sauveteurs secouristes grenoblois qui est bien rodée. Et malgré la nuit, malgré les températures inhabituelles, on a l'anticipation et l'organisation est au rendez-vous. Et c'est pour ça probablement grâce à ça, qu'on n'a pas eu d'accident grave à déplorer. Et oui, il y avait plus de 4000 partants, 5000 inscrits, plus de 4000 partants sur l'ensemble des formats. Et c'est vraiment
sympa de se dire que même s'il y a eu des bobos, même s'il y a eu des blessés, même s'il y a eu des abandons, il n'y a rien eu de grave. On a en mémoire en Chine, il y a quelques mois, un trail qui a tourné au carnage avec une vingtaine de morts à cause d'une tempête. J'imagine que quand on a vos responsabilités, on doit quand même avoir ça en tête, que ce n'est pas une discipline et une épreuve anodine. Bien sûr, et c'est pour ça que tout peut être préparé. Mais il y a des éventualités qu'on est obligé de traiter à la seconde, à la minute. Donc on essaie de tout anticiper. Et là, ça a été bien fait puisque pour l'instant, tout se passe très bien. Et on espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'événement. Il y a eu notamment un gros travail la nuit dernière pour évacuer de nombreux concurrents qui souhaitaient abandonner à la Croix de Champs-Rousse. Il n'y a plus de remontée mécanique la nuit et donc on a, avec l'organisation, fait un travail que le public ne peut pas voir mais qui était important à cette heure-là de la nuit pour prendre en compte ces personnes et les ramener au show. Alors, on vient de voir l'arrivée de Frédéric Noël, un vétéran 3 sur le 160 extrême qui est arrivé comme beaucoup en famille avec les enfants. On ne devrait pas tarder à voir arriver également le leader du 160 Challenge, Thomas Balabo, qui est en tête de cette dernière étape. D'ailleurs, notre ami speaker l'annonce également en bout de ligne. On va suivre en direct cette arrivée de Thomas Balabo qui remporte cette 4e étape à Grenoble et qui va également remporter le 160 Challenge. Thomas Balabo, le Parisien, le kiné parisien qui s'impose avec le maillot de leader de ce 160, un maillot qu'il a récupéré hier. On va le laisser souffler quelques instants. Thomas, il va peut-être nous donner ses premières impressions. Voilà, Thomas qui met la tenue du sponsor. On n'est pas dans un sport professionnel, mais on fait quand même attention à ce genre de petits détails. Il avait le maillot de leader fourni par l'organisation pour symboliser celui qui mène le classement général. Et voilà, il enfile son maillot habituel. Thomas qui fait partie du même team que celui d'Aurélien Collet qui menait ce classement général jusqu'à hier et il s'est perdu. Il fait une erreur d'itinéraire dans le massif de Beldon et c'est Thomas qui a hérité donc, de cette place de leader qui confirme à l'instant face à nous. Il devrait être suivi dans quelques instants par Yann Guterman. Il y avait 1 minute d'écart à la Bastille entre les deux coureurs. On devrait donc voir Yann Guterman arriver pas loin derrière. Allez, il a peut-être maigri pendant la course. On l'écoute, Thomas, pour ses premières réactions. C'est que tous les jours, on me retrouve. Tous les jours un peu différemment. Hier, tu es arrivé un peu à la bourre parce que tu étais avec Aurélien qui apparemment a eu des soucis de GPS. Et donc tu as réussi à lui reprendre le maillot de leader juste hier. Et là, encore une fois aujourd'hui, une course où tu es parti avec le groupe et ensuite tu as fait ton effort sur la fin. Ouais, c'est clair. Après, j'avais une avance confortable. J'avais 24 minutes sur le deuxième. Il y a une erreur dans le classement qui a été fait en fait. Parce que en fait, c'était inscrit qu'on était à 1 minute. Mais finalement, du coup, je me suis dit, bon, là, faut que je gère. Aurel et Yann, qui étaient 2 et 3, avec 9 minutes d'écart, ils sont partis comme des balles devant. Moi, je me suis dit, ils font leur truc et je vais faire comme hier. Hier, je me suis géré et c'est comme ça que j'ai fait la meilleure course des 3 premières étapes. Donc, j'ai fait pareil, j'ai géré et je suis revenu finalement assez vite dans la côte sur eux parce qu'ils étaient vraiment partis au carton. Et puis, avec Yann, on s'est tiré la bourre, mais ça a été une course de ouf. Franchement, ça n'a pas été une dernière étape tranquille. Moi, je ne voulais pas me contenter de la victoire globale. J'aurais bien aimé encore gagner aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Yann, il a été très fort. Il m'a repoussé vraiment dans mes limites. Il m'a obligé à, dans les côtes, il me relançait. Il me partait même devant. On a fait que se chercher en fait. Un coup, il était mis devant, un coup, c'était moi. Enfin, franchement, c'était super. Toujours dans un bon esprit. Et voilà, dans la descente, je savais que j'ai un petit avantage parce que on se connaît maintenant, donc on sait les points forts et les points faibles de chacun. Donc voilà, moi la descente, j'aime ça et j'ai réussi à concrétiser. Ouais, mais c'est super, mais t'aimes tellement ça la descente que j'ai l'impression que t'as fait quelques petites glissades, non? Franchement,
Je suis tombé une fois sur 3 jours. Aujourd'hui, je suis tombé 5 fois. 4 fois dans la boue, mais vous savez, la boue des cochons, là, bien grasse. J'en avais partout. J'avais 3 cm sur les mains. Je savais pas quoi faire de ma boue. J'arrivais pas à enlever. Après, je suis tombé dans la descente plus fort sur les cailloux dans un virage. Parce que ça fait que des virages. Alors, quand tu arrives à, je sais pas combien j'étais, 15 à l'heure dans le virage, bah forcément, arrête de glisser. Donc, je me suis fait un peu. J'ai un peu, mon je saigne un peu, mais bon, c'est rien du tout. Là, c'est que du bonheur. Ah bah oui, c'est clair, c'est que du bonheur. Donc, toi, c'était la première fois que tu venais sur un format à plusieurs étapes comme ça? Ouais, j'avais déjà fait la Pyramenta il y a 4 ans avec un copain. Mais là, tout seul comme ça, ouais, c'était la première fois et j'ai adoré. Hein. Franchement, alors la deuxième étape, ça a été l'enfer parce que gros coup contre coup du Vercors. Et puis c'est vrai que c'est la première course de l'année, donc on n'a plus l'habitude de récupérer de ce type d'effort. Donc j'ai eu beaucoup de mal à récupérer dans Taillefer, la deuxième étape, donc je perds un peu de temps. Et après, par contre, j'ai surcompensé sûrement. Et troisième et quatrième jour, j'ai eu des jambes de dingue, quoi, et j'en reviens même pas moi-même, quoi. Ah bah oui, mais nous tu vois, on t'attendait devant, mais aussi largement devant les collègues, parce que tu vois, là, il y a un petit moment qui s'écoule là depuis que tu es arrivé. Ça veut dire que tu as vraiment bien géré, comme tu le disais, tu as fait ta course, et c'est l'essentiel. Les autres ont essayé de te mettre un petit peu la pression. C'est ça, ça a joué un peu. Ouais, je pense que vraiment le trail, faut être à l'écoute de soi. Moi, j'aime beaucoup courir au cardio. Je m'étais dit 165 max dans la montée. Et finalement, par rapport au premier jour, je suis monté tout à 180. Il y a 15 battements, ça fait la différence. Hein, et finalement, la gestion, quand on est sur des efforts de 5 heures, elle est essentielle. Hein. C'est sûr que si tu pars comme sur un 10 bornes, forcément, il y a un moment où tu pètes, quoi. Bah oui, forcément. Bon, mais écoute, tu sais quoi, on va te laisser aller récupérer parce que ça te fera du bien. T'en as besoin. Allez, voilà pour ces premiers mots de Thomas Balabo qu'on aura certainement dans quelques minutes ici. 5 chutes pour Thomas sur le parcours de Chartreuse. Vous avez failli avoir un bon client là. Oui, après, c'est vrai cette étape de Chartreuse avec un manque de lucidité sur la fin, des coureurs qui sont fatigués. Mais voilà, des athlètes qui ont l'habitude de prendre en compte le terrain et qui ont réussi à tomber avec souplesse. Voilà, avec souplesse, effectivement, il est tombé. Tous les coureurs, hein, que ce soit les élites ou les amateurs, ont dû chuter sur ce 160 challenge parce que les conditions étaient très, très compliquées. On attend l'arrivée de Yann Guterman, le deuxième, qui a craqué, hein, qui était en tête au Saint-Hénard et qui, sur la descente, visiblement a perdu pas mal de temps. Il va peut-être être rattrapé par Aurélien Collet dans les derniers hectomètres. On a une caméra Bastien là, qui est également dans les rues de Grenoble, pas très loin de la ligne d'arrivée, mais sur un terrain que les trailers n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer. Ce sont les rues piétonnes du centre-ville où on peut faire la différence quand on est au coude à coude sur la fin. Sébastien, on parlait des dizaines et dizaines de secouristes qui sont répartis sur le terrain. Est-ce qu'ils sont bénévoles comme les centaines de personnes qui permettent à l'événement de pouvoir se tenir ? La fatigue, et donc cette gestion-là a été pour l'instant faite d'une manière majestueuse, et en espérant que ça continue comme ça. Je voudrais ajouter, Sébastien, d'une grande précision dans leur évaluation des victimes, ce qui est très précieux et pour moi pour pouvoir gérer ce genre de course, et qui a été très appréciable au cours de ces jours. Allez, avec l'arrivée, on l'a vu, d'Aurélien Collet qui a doublé Yann Guterman dans les derniers 100 mètres. Yann qui vient de s'écrouler le long des barrières. Ça a dû se jouer dans les derniers hectomètres, voilà, entre Yann qui était devant encore à la Bastille et Aurélien qui a dû le doubler, je pense, dans les rues de Grenoble. Ils ont dû se faire une bonne partie de manivelle, comme on dit, les deux sportifs. Et c'est finalement Aurélien Collet qui a tenu quand même à terminer deuxième cette épreuve, même si je ne pense pas qu'il récupère la deuxième place au classement général, parce qu'il y avait une dizaine de minutes d'écart entre les deux. Ils sont arrivés vraiment pas roue dans roue, puisque là on est dans du trail, mais pied dans pied. Aurélien qu'on a vu embrasser sa compagne, qui a réalisé 2 podiums sur ses courses. Elle a terminé
sur le podium du 40 Vercors. Et puis elle a également hier terminé deuxième du 40 Beldon. Donc voilà, je pense qu'ils s'entraînent également tous les deux en famille de temps en temps. Allez, on va les écouter, leur réaction à chaud. Ah, il m'a fait chier jusqu'au bout. Heureusement avec Thomas, on a bien allumé au début et on avait assez d'avance pour assurer la fin. Et il revenait comme une balle et c'était pas facile, mais putain, beau combat, c'est génial. Merci les gars. Ouais, et Thomas il nous disait d'ailleurs que tous les deux, je pense que vous étiez peut-être passé le mot, vous êtes partis comme des balles pour la jouer à l'intox, c'est ça? C'est lui qui est parti pour l'enfoiré là. Ouais, mais hier, attends, je vais aller le voir. Donc, Aurélien, regardez, ça va faire la course. Aurélien, toi alors du coup, t'es pas mal là, hein? Ouais, ça va être oh, je n'en peux plus. J'ai essayé de partir fort, mais... C'est à l'image un peu, à l'époque, on avait dit attaque de Pierre Roland, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu mouillé. Yann, il m'a pas lâché une semaine. À 800 de dénivelé, comment il est rentré, ils sont partis comme des gagnants. Écoute, là c'est la jeunesse apparemment qui va te succéder, regarde. Ils vont venir tous les ans maintenant faire cette UT4M. Ils ont fait c'était vraiment une belle bagarre, je pense que c'est une belle UT4M, tu vois. Mais c'est peut-être que les gagnants, je pense que c'est plus d'université, plus de... Ah, attends, je fais ça. Ah, il est juste ce que je peux faire, c'est que je lance le résumé 3 pour qu'on ait le temps de les... Et oui, comment le relancer? Vous avez vu, là, c'est le guerre. Voilà, c'est là. Ils sont très forts, magnifiques. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà, avec l'arrivée entre-temps du quatrième Nicolas Duhail qui a franchi cette ligne. On va les accueillir dans quelques minutes sur ce plateau, le temps qu'ils se remettent un peu de ce final épique visiblement dans les rues de Grenoble entre Yann Guterman et Adrien Collet. Merci à Benoît Besse et à Sébastien Dunch d'être venus nous expliquer un peu les coulisses de la sécurité sur cette UT4M. Il reste encore quelques heures de course, même si la tête de course est là. On aura des arrivées jusqu'en fin de journée. Donc peut-être encore un peu de boulot pour vous et vos équipes. Tout à fait, les secours restent sur le pont jusqu'à ce que le dernier soit arrivé et que les bénévoles soient aussi rentrés. Donc on a encore quelques heures à tenir, mais les bénévoles sont très motivés et on y arrivera. Eh ben, merci et bravo, merci à vous. Bravo à vous. On vient de voir le dénouement de cette quatrième étape de l'UT4M Challenge en direct. Ce que je vous propose, c'est de regarder le résumé d'hier, de la troisième étape. Vous comprendrez pourquoi Aurélien Collet, qui était leader jusqu'à hier, a perdu son maillot au profit de Thomas Balabo. Et puis, on se retrouve ici en plateau pour débriefer avec ces champions. L'UT4M 2021, le trail des Alpes, bat son plein. L'Ultra Trail des 4 massifs bordant Grenoble propose 4 jours de courses plus magiques les unes que les autres. Des formats courts quotidiens au format ultra sur plusieurs jours, le Vercors, Taillefer, Beldon et la Chartreuse sont les 4 massifs devenus terrain de jeu pour trailers et traileuses, le temps d'un événement qui fête sa 9e édition. Nous suivons les engagés sur l'UT4M 160 Challenge depuis leur début. 4 étapes, 4 jours d'effort et de plaisir, voici la 3e étape sur 4. Aujourd'hui, la trace magique serpente sur le secteur Beldon. C'est la grosse course en fait de l'UT4M, c'est le 160 extrême. Donc il démarre là par le Vercors. Et puis ensuite ils poursuivront sur tous les autres massifs que les coureurs du challenge vont faire jour après jour. Depuis la veille, le 160 extrême a rejoint les sentiers. Départ en fin d'après-midi dans des conditions elles aussi extrêmes. Les 4 massifs en une seule traite, 2 jours comme de nuit, 172 km, 11 330 mètres de dénivelé positif, de Cessin à Grenoble. Un trail rare, réservé aux amateurs éclairés, fans de format ultra et aux pros.
Pour eux, l'aventure s'écrit dans le temps. En fonction de son niveau, ils seront sur les tracés entre 26 et 48 heures. Séquence hommage. Départ depuis Riou-Pérou, 46 km de bonheur pour trailer, 2720 mètres de dénivelé positif, 2990 en négatif. De Riou-Pérou à Saint-Nazaire-les-Aismes en passant par l'Arcelle, la Croix-de-Champs-Rousse et un long passage entre 1800 et 2200 mètres d'altitude, avec vue imprenable sur la capitale des Alpes, avant une descente tout en finesse vers Villarbonneau et Saint-Nazaire-les-Aismes en Isère. La parole est aux meilleurs athlètes. En fait, ça fait la 3e fois que je le fais, donc j'aime bien l'UT4M Challenge. Le fait de courir par étapes, c'est sympa l'ambiance, on peut plus échanger avec les autres coureurs. Quand on nous donne un maillot de leader, on a envie de faire honneur au maillot, donc on a toujours peur de se faire rattraper. Mais ça booste en même temps, donc c'est bien. C'est bien serré pour la 2e place, bon Aurélien est trop fort, mais pour le podium ça va être sympa et puis on espère que la cheville va tenir pour moi. Un beau défi je trouve, c'est chouette de voir comment le corps il réagit sur 4 jours et puis dans une perspective d'un ultra un jour. Pour cette 3e journée, les astres sont avec l'UT4M. Le déluge a cessé. Seul subsistent quelques nappes de brouillard alpin à traverser. Les enjeux sont clairs. Côté élite homme, envoyer du gros pour bousculer le classement général. Yann Guterman, actuel 3e du scratch, s'applique et prend le lead. Julius Ott, le grimpeur fou, compte bien maintenir la pression et défend son maillot de meilleur grimpeur. Chez les élites filles, Céline Finas compte une avance certaine, mais n'est pas du genre à profiter tranquille de son avance. D'entrée, elle est devant. Le maillot du meilleur grimpeur se joue sur des zones déterminées à l'avance. La montée vers la croix de Champs-Rousse en est une. Julius Ott donne tout pour conserver ce maillot, mais gérer 4 jours de course est délicat. Tous les athlètes élites ou amateurs peinent noyés dans les nuages, mais tout cela n'est que temporaire. Et soudain, la lumière fut. L'occasion de faire le point avec le leader élite homme. Alors, pourquoi la 2e vague? T'es pas réveillé ce matin ou quoi? Ouais, j'ai mal calculé mon itinéraire et... J'avais calculé pour aller à l'arrivée, pas au départ, et du coup il y a une demi-heure de plus de bagnole. Ça se bien. C'est dur. En élite homme, les choses se précisent. Florentin Le Provost et Yann Guterman sont en tête sur l'étape. Derrière eux, Aurélien Collet, leader du général, s'est égaré et Thomas Balabo, second du général, en profite pour envoyer du gros. Quand on vous dit que les plus beaux tracés de trail sont sur l'UT4M, en voilà la preuve par les images. On sent que si vous n'êtes pas encore inscrit en 2021, ça ne saurait tarder pour 2022. D'ici là, eux en profitent sur le terrain et vous, vous bavez d'envie de les rejoindre, à vous. Concentration, obstination, 2 qualités qui habitent Céline Finas qui mène en élite dame. Derrière elle, Kathleen Navis ne lâche rien et assure sa 2e place avec classe. Après 2 journées humides à souhait, les visages se décrispent, les sourires francs sont là. L'UT4M reprend les couleurs d'un trail estival, Mountain Trail and Surf. Pour l'heure, vous reprendrez bien un peu de contemplation. Loin des affres du classement, des milliers de trailers engagés sur les multiples possibilités de course se font leur aventure, celle de participer au plus beau trail alpin, l'Ultra Trail des 4 Massifs. Et si on faisait un point élite, vous vous demandiez si Céline Finas allait tenir le rythme? Pas elle. Kathleen Navis, la seconde, affiche carrément le sourire des grands jours, du pur plaisir dans les nuages. Anne-Laure Roux est au contact. Ça fait du bien de voir du ciel bleu. Ça fait du bien de voir des gens accueillants. Que du bonheur.
Jan Guterman consulte sa montre, il est à quelques dizaines de mètres de l'arrivée et comprend qu'il vient de réaliser une superbe étape. En 5h08.33, cette troisième sur 4 est pour lui. À peine derrière, Thomas Balabo et Clément Hélier arrivent ensemble, cramés mais heureux. Florentin Le Provost 4e, Aurélien Collet ne peut faire mieux que 13e. Les mésaventures des uns, les perfs des autres vont créer du changement. Thomas Balabo est le nouveau leader du général, Jan Guterman second à moins d'1 minute, Aurélien Collet 3e à plus de 30 minutes. La dernière étape s'annonce épique en élite homme. Céline Finas, sous le soleil de Saint-Nazaire, les aime, rentre dans le sas d'arrivée sous les applaudissements, régulière, intouchable. Elle compte plus de 40 minutes d'avance au général. No comment. Les 3/4 de l'UT4M 9e du nom ont été courus. Bravo à tous les engagés encore en lice. Voici les tableaux du jour et reste désormais une ultime étape qui sera disputée, mais dont il faudra aussi profiter à fond. Courir, prendre plaisir à être ensemble sur des trails alpins magiques, s'en mettre plein les yeux, exulter une fois sacré finisher. Voilà le programme final qui attend les chanceux participants à un trail par étapes magique devenu mythique. Cette troisième journée de l'UT4M, retour en direct au sommet du massif de Chartreuse, sommet de Chamchaude. Voilà, vous voyez que le soleil est au rendez-vous, les nuages ne sont pas loin, mais les coureurs ont au moins la chance de passer quelques minutes au soleil. Ça n'a pas été beaucoup le cas, on l'a vu sur ces différents résumés pendant ces 4 jours de course. Et la petite cerise sur ce gâteau, voilà, c'est ces quelques minutes que les coureurs vont passer au soleil avant de replonger. Nous, on est là-dessous, sous la mer de nuages à Grenoble pour accueillir les nombreuses arrivées au cours de cette journée. On l'a suivi en direct, cette bagarre pour le 160 Challenge qui s'est achevé avec la victoire de Thomas Balabo sur cette 4e étape. 2e place pour Aurélien Collet et la 3e pour Jan Guterman. Vous les voyez, ils sont juste à côté de moi en train de refaire le match. Je vais leur proposer de prendre chacun un micro. Aurélien, Yann et Thomas, on va débriefer en direct. Alors mettez-vous plutôt de ce côté-là, Aurélien, parce que les caméras sont en face. Sinon, on va vous voir de dos, ce qui est quand même moins sympa. Merci à tous les trois de venir à chaud comme ça, nous expliquer ce qui s'est passé. On a suivi en direct notamment vos arrivées et le petit duel qu'il y avait entre vous deux. Yann, vous étiez en tête, prenez un micro, au sommet du Saint-Hénard. La Bastille, la descente sur Grenoble a été un peu plus compliquée. Ah ouais, j'ai clairement pété, on peut le dire. J'étais pas bien, enfin j'ai mal partout, la fatigue de 4 jours quoi. On vous voit là en train de... Là vous êtes encore deuxième, vous êtes fait doubler par Thomas, mais vous êtes encore deuxième et Aurélien chasse derrière. Ouais bah oui, en fait toute la course j'ai eu peur qu'il revienne, et voilà, il est juste derrière moi en plus. Et j'ai eu peur qu'il revienne, même avec 9 minutes j'étais pas serein, je savais qu'il allait être chiant jusqu'au bout. Donc vraiment j'ai bourriné autant que je pouvais. Avec Thomas on s'est bien relayé pendant une bonne partie, ça faisait plaisir. Et puis voilà, c'était une belle course, ça fait plaisir quoi. Et là, vous êtes dans les rues de Grenoble. Je crois que c'est à ce moment-là, Aurélien, où vous avez rattrapé Yann dans les rues de Grenoble? Non, c'est dans les descentes, là, dans les lacets, dans les images précédentes qu'on voyait là. J'avais des infos par les spectateurs et du coup, je savais que je me rapprochais, donc j'ai tout donné jusqu'à la fin. Puis après, on s'est tiré la bourre dans les rues de Grenoble, c'était marrant. À Comme des connards, dans les rues de Grenoble pour rien en plus. On vient de voir passer Yann, effectivement, presque à l'agonie sur les rues piétonnes. La cohabitation avec les balades du dimanche matin dans Grenoble, ça s'est bien passé quand on fait un sprint comme ça, Aurélien? Ouais, c'était un peu un chien dans un jeu de quilles, quoi. Bon, ça va, il n'y avait pas encore grand monde dans les rues, donc... On n'était pas trop gênés, mais c'est vrai que des fois les trajectoires étaient bien coupées, on optimise au maximum. Donc non, ça s'est bien passé. Bon, ça fait partie aussi du charme de cette UT4M. On est parti de Grenoble, on tourne pendant de nombreux kilomètres sur les différents massifs et puis on finit ici au milieu de la ville. Ceux qui sont arrivés cette nuit pour l'Extrême, ils ont zigzagué au milieu des terrasses bondées, des restaurants, des fêtards, etc. Donc c'était une autre ambiance également à vivre. Sortie de boîte, effectivement, puisque quand on est sur les quais Saint-Laurent, il y a quelques discothèques. Alors je ne sais pas si elles ont réouvert à Grenoble, pas sûr, mais bon, en général, ça peut être un
Un mariage. Ouais. Yann a prévu d'aller en discothèque ce soir. Je pense que c'est une bonne façon de récupérer. Thomas, c'est finalement vous qui vous imposez. Je dis finalement parce que pendant les 2 premières étapes, c'est Aurélien qui menait le bal. On vous a vu s'imposer également sur l'étape. C'était important pour vous de finir par une victoire aussi sur la dernière étape? Bah, c'est sûr que le premier objectif, c'était de conserver ma première place au classement général. Ce qui, voilà, je voulais pas me dire que c'était déjà gagné d'avance, même si j'avais 24 minutes d'avance sur Yann qui était deuxième. Après c'est sûr, la course elle a démarré, ils sont partis comme des balles devant. J'ai pas eu moi cette pression de partir comme un fou. Donc j'ai géré un peu derrière, puis je suis remonté tout doucement sur eux. Puis après je suis parti en tête avec Yann. Je pense que Aurélien il a un peu plus géré la montée. Et on a fait que se tirer la bourre pendant toute la course. Ça a été une baston énorme pour la victoire d'étape finalement. Et puis Yann, il avait bien en tête, il arrêtait pas de me demander il est loin Aurélien, il est loin Aurélien. C'était la panique parce qu'il avait 9 minutes de retard au classement. Il était à 9 minutes d'Aurélien qui est 3e au classement général. Donc voilà, son objectif, je pense, c'était de garder cette 2e place. Et Aurélien, le bas à l'arrivée, mais il garde la 2e place au général. Bon, au final, effectivement, Thomas l'emporte au général. Yann garde sa 2e place. Et puis Aurélien finit finalement sur le podium. Un mot quand même de ce qui s'est passé hier. On vous a eu en direct juste une fois la ligne passée. Vous nous aviez expliqué que vous aviez perdu un peu l'itinéraire et vous étiez perdu sur le parcours. Vous avez analysé depuis, avec un peu de recul, ce qui s'est passé. À quel endroit c'était cette erreur d'itinéraire, Aurélien? Là, c'était dans les 20 km de descente finale. Là. Il y a un moment, il y avait un petit chemin à gauche et je l'ai pas pris. C'est mon erreur. Hein. Je pense que j'étais trop concentré sur ma trajectoire et j'ai loupé de la rubalise. Parce que c'était hyper bien balisé, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Et puis je suis descendu et j'ai analysé sur mon Strava hier. J'ai perdu 24 minutes. Donc je suis descendu bien bas. 24 minutes et un bon paquet d'énergie aussi. Hein. Ouais, 24 minutes et je crois, je sais plus, 200 de dénivelé et 3 bornes, je crois. Enfin, je sais plus exactement les chiffres. Mais moi, après, c'est le sport, voilà, c'est de ma faute. Hein. J'ai pas été assez attentif, j'aurais dû mettre la trace sur ma montre. Et... Oui, puis 24 minutes sans voir de balise, c'est long avant de se dire qu'on est peut-être pas sur le bon chemin, non? J'ai pas percuté. En fait, c'est pas les balises qui m'ont inquiété parce que je revenais bien en descente et je me suis dit, c'est bizarre, je loupe plus personne depuis un moment. Et puis je me suis retrouvé dans un chemin en bas, plus rien, plus de balises, plus... J'ai dit, bon, allez, j'ai compris, je fais demi-tour. Et puis... Donc vous êtes remonté pour retrouver le parcours officiel. Je suis remonté et c'était long. Ouais. On suit en direct les autres arrivées de ce 160 Challenge. On avait également des images de Jonathan au sommet de Chamchaude. C'est le seul moment de la journée, Thomas, où il y a eu du soleil, le passage à Chamchaude? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de soleil aujourd'hui, mais bon, moi ça me va pas plus mal. Parce que c'est vrai que j'ai déjà fait des courses où c'était le cagnard et là ça peut être très dur. On se déshydrate très vite, on transpire beaucoup. Et là, moi je déteste le chaud, alors ça m'allait très bien, pas de souci. Bon, Aurélien, la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que votre record de 2017 n'a pas été battu par Thomas. Donc il y a peut-être un futur challenge à relever. Ouais, mais là je pense que le parcours était plus long cette année avec plus de dénivelé, donc je pense que gras, sur un... non et plus gras aussi, oui c'est vrai. Il a beaucoup plu. Ouais. Hein. Il a beaucoup donc plu, je pense que l'équivalent des distances de mon record, Thomas l'aurait pris sans problème. Bon, non, pas forcément. Bon, il n'y avait pas de maillot du meilleur boueur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Après le Vercors, j'ai l'impression que c'est Aurélien qui méritait le maillot. Vous étiez tombé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Thomas qui a bien reçu. Je ne sais pas si on voit l'état complet de... J'ai pas pris une belle, hein, j'en ai pris 3 belles. 3 belles chutes. Ah ouais. Et que des bains de boue, dans de la boue bien grasse. C'était, j'avais 3 cm de boue d'épaisseur sur mes mains. Ta montre elle est noyée. Non mais je me suis rincé en fait. À un ravito, je me suis lavé. Vraiment, j'avais tellement de boue sur les mains, je pouvais plus rien toucher. Il y avait ma femme qui était là, elle me prit une bouteille, je me suis lavé les mains parce que
On a un peu besoin de ses mains quand même quand tu prends une barre ou des trucs comme ça, j'avais plein de boue. Mais c'était très grave. Ouais. Comme je disais à Aurélien, ça me rappelle le Maxi-Cross, une course qu'il organise parce que c'est une course en plein hiver et c'est pareil, là c'est un bain de boue cette course, mais on sait pourquoi on y va. Bon, il paraît que la boue c'est bon pour la récupération, hein, donc c'est peut-être une... Moi j'ai entendu pour la peau, pour la peau, récup, je suis moins sûr. on voit là les images de la tenue finale de Thomas. Thomas qui a changé de maillot, c'est pour ça qu'il est intact le maillot, mais oui. Celui que vous aviez en course c'était dans le même état. Il était, je crois qu'il était rose, mais là il est marron. T'as mis un maillot sec dans la descente pour pas avoir froid. Ben voilà, ça, j'ai pris le temps de me changer. Il avait un papier journal. il a pris le temps effectivement de changer. Il y a les sponsors aussi, même si c'est pas un sport professionnel, ça reste quand même important, surtout pour tous les deux. Vous courez dans des teams de marque. Ouais, tout à fait, pour Oka depuis les débuts en fait. Ouais, j'ai aidé, c'était vraiment le tout début à la création de chez Oka en 2010-2011. Yann, venez à côté de moi parce que vous n'avez pas de micro, vous allez répondre au mien. On a deux coureurs expérimentés qui ont déjà fait leur preuve sur beaucoup d'épreuves. Je sais que Thomas notamment a réalisé des podiums sur l'Ultra Trail du Vercors. Vous êtes tout jeune, vous avez 21 ans. Je n'ai pas trouvé beaucoup de traces de vos résultats en trail. Ça veut dire que vous vous y êtes mis récemment? Bah, ça fait un petit moment, mais là j'ai beaucoup progressé en un an là, parce que je suis en 15 jours. Non, là, je suis arrivé à Chambéry il y a un an, après toute ma vie à Nantes, donc c'est pas pareil. Et du coup, bah, j'ai beaucoup progressé, mais il n'y a pas eu de course depuis un an, donc j'ai rien montré. Mais voilà, là je peux enfin montrer un peu ce que je vaux. Et ça fait plaisir de voir tous les efforts qui sont récompensés comme ça, là, sur une course comme ça, c'est cool. Vous remportez d'ailleurs la catégorie Espoir, vous avez 21 ans et c'est vous qui serez sur le podium de cette catégorie. On vous a vu, je parlais des chutes, notamment d'Aurélien le premier jour dans le Vercors. On vous a vu franchir la ligne à vif à la fin de la première étape en boitant avec une cheville en vrac. J'avais même pronostiqué que ce serait compliqué de repartir vu ce qui restait à faire pendant les 3 jours. Comment vous avez géré cette blessure ? J'ai strappé comme un malade et puis j'ai prié pour que ça passe. Et j'étais pas serein dans Beldon hier parce que je savais que c'était technique, j'avais très peur. Au final, j'ai bien strappé, là c'est bien bloqué, c'est passé, j'ai eu de la chance. Mais ouais, j'ai eu peur, je pensais que j'étais fini à vif, de toute façon à mon avis c'était mort. Et puis là c'est gonflé, ça fait encore mal, mais bon j'ai fait avec et puis au final ça valait le coup quoi. Qu'est-ce que c'est une entorse a priori? Oui, a priori c'est gonflé, de toute façon il n'y a pas de doute. Mais je suis fragile, la cheville ici, donc il faut que je fasse gaffe maintenant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, le maillot de la boue, il est pour Thomas. Le maillot du meilleur blessé, on peut l'attribuer à Cannes. Le maillot du mérite. Du mérite, ouais. Trois étapes avec une entorse de la cheville. Bien strappé, d'accord, mais quand même... Après la première étape, je ne pensais pas que tu repartirais. Hein. Franchement... Ouais, bah je pensais pas non plus, donc ça tombe bien. Je ne sais pas si le corps médical qui chapeaute aussi cette UT4M serait très, comment dire, favorable à ce genre d'exemple. Le kiné que vous êtes, Thomas, qu'est-ce qu'il en pense d'aller faire 3 étapes de l'UT4M avec une entorse? Ouais, après, franchement, moi je trouve qu'il s'en sort bien parce que c'est vrai quand on a une première instabilité comme ça, il y a vraiment des risques de se la retordre beaucoup plus facilement. Donc il a eu de la chance, puis sûrement grâce à son strap que ça n'a pas retourné, mais je pense qu'il a dû faire vachement attention et rester vachement vigilant parce que moi qui suis aussi un peu sujet aux entorses, voilà, je sais qu'il faut vraiment rester concentré. Mais bon là, je pense qu'on l'était concentré. Hein. Là, toute la course, on était à fond, on était au taquet, on ne l'a pas fait en balade, là, hein, ça c'est sûr. Ouais. Je tiens à dire que c'est lui qui m'a conseillé de repartir même le lendemain après l'entorse, hein, donc il n'est pas non plus totalement blanc dans l'histoire. Je lui ai conseillé comment se strapper, mais comme dit Aurélien, j'aurais dû lui dire dans le mauvais sens. Ouais, ben ça c'est un bel exemple de solidarité entre concurrents, de se donner des conseils pour pouvoir poursuivre la course. Je crois qu'on a quelques images d'ailleurs de l'arrivée d'Yann hier à Riou-Pérou à l'issue de la 3e étape. D'ailleurs, vous avez été le premier à passer la ligne, même si dans les chronos, c'est Thomas qui l'a emporté, parce que tous les deux, quand même, ça fait 2 jours que vous aimez bien ménager le suspense. Hein. Vous êtes partis avec 20 minutes de retard sur la première vague hier. Ouais, c'était un peu de ma faute, c'est une boulette, j'en suis désolé, mais finalement, je pense que ça a bien réussi à Thomas. Il était remonté comme un coucou et bon, il est parti comme une balle, on l'a jamais revu et c'est bien, ça l'a monté dans les tours directs. En fait, finalement, ça m'a permis de partir d'être seul
ça m'a permis de monter à mon rythme mais sans faire la course on va dire et de gérer tout simplement l'étape à la sensation et c'est vrai que des fois en essayant de suivre les copains qui sont peut-être meilleurs sur certaines portions, on se grille un peu plus. Alors forcément quand il y a la course comme aujourd'hui avec Yann, forcément ça se tire un peu la bourre mais bon voilà, du coup ça m'a pas porté des faveurs quoi. Il y en a qui ont joué spécifiquement les maillots qui sont en jeu, parce que je parlais du maillot du mérite, il n'existe pas, celui de la boue non plus, mais il y a le maillot de meilleur grimpeur et le maillot de meilleur sprinter qui sont attribués chaque jour sur des sections identifiées sur le parcours. Ce matin, c'était le jeune Allemand, Julius Ott, qui était en leader. Je ne sais pas s'il a pris le départ. Ouais. On est parti vite en même temps, donc, mais je pense qu'il l'a joué comme les 3 autres jours. Il avait peut-être de l'avance, je sais pas. On verra, il n'est pas encore arrivé. Montez bien le micro, Aurélien. Il grimpait vraiment vite. Ouais, il grimpait vite, puis il s'était fait il était impressionnant en taille fer. Un challenge de ça, c'est son premier ultra trail. Il vient du triathlon, ce jeune Allemand. Il n'a jamais fait de trail. Il a une bonne caisse. Et voilà, il n'a jamais couru plus de 20 km à plat. Il nous disait des semi-marathons et c'était sa première expérience. Alors je pense. C'est assez vexant d'ailleurs. Un petit peu comme Yann, il a dû passer 1 an et demi de confinement où il n'y avait pas de compétition, à s'entraîner, à se lancer dans la discipline. Et puis voilà, en 1 an et demi, on peut effectivement progresser. Chez les sprinters, vous étiez 2e, je crois, Aurélien. Ouais, je pense que hier, je me suis perdu pendant la zone de sprint. Ah oui, donc forcément, donc là, maintenant, je dois être dans les choux, je pense. Non, mais tu étais dans les choux. Ouais. Hier, tu t'es perdu pendant la zone de sprint. Ouais. Du coup, tu es complètement à la ramasse. On a regardé. C'est moi qui étais leader du sprint. Ouais. Et il y a, je sais plus comment il s'appelle, il y a un des copains là. Maxime. Emmanuel 15 secondes, ouais, peut-être il était 15 secondes derrière. Alors. Je sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. Bon, on verra avec les arrivées et les chronométrages qui finit meilleur grimpeur et meilleur sprinter. En tout cas, le podium de ce 160 Challenge, on l'a là, un podium composé de coureurs d'expérience et puis d'une relève qui s'annonce prometteuse. Vous êtes nantais, Yann, mais je crois que vous êtes établi maintenant dans la région. C'est ça, vous disiez que vous étiez arrivé dans les Alpes l'année dernière? Ouais, ça fait 1 an que je suis à l'université à Chambéry, donc je compte bien rester le plus longtemps possible pour continuer de progresser. C'est sûr que ça me change de Nantes. Fait toute ma vie là-bas, c'est pas pareil, donc je suis bien content d'être là, c'est cool. On avait pas mal de trailers qui marient le trail l'été et puis le ski de fond, le nordique l'hiver, c'est votre cas aussi? Ouais, totalement, beaucoup de vélo, beaucoup de ski de rando, ski de fond, du triathlon aussi un petit peu, donc un peu tout quoi, parce que courir ça me blesserait trop, donc c'est un plaisir de varier avec d'autres sports, clairement. Vous êtes étudiant en quoi? STAPS. Ah oui, forcément. Bon, bravo en tout cas. Voilà, on a un autre style pour l'arrivée. Un coureur qui a fait le 100 km cette nuit. Enfin, il est parti hier matin et il vient d'arriver après plus de 24 heures d'effort. Lui, il n'était pas là pour la performance. On le voit tout de suite avec la tenue, mais on peut saluer quand même l'arrivée de ce coureur. Hein. Il a passé toute la nuit dans la montagne. Allez, je vais vous donner son nom pour l'arrivée de ce coureur qui donc était sur le 100 km de l'UT4M. Des coureurs qui sont partis hier matin, que vous avez dû doubler pendant le massif de Belledonne. Que vous avez pas mal du mec de 160 aussi. Oui, du 160. Vous avez dû en redoubler encore aussi. Deuxième nuit dehors, un chapeau, bravo. Et le 160, il y en a encore plus d'une centaine qui sont sur le parcours. On le disait, il y avait 472 partants sur le 160, il y a eu 300 abandons. Il y en a donc 160 sur 460. Les deux tiers. Après, il est hyper dur, hein. Franchement, il est hyper dur. Il est dur, il est très dur. Il y a beaucoup de dénivelé. Les deux tiers. C'est pas fini. Et il y a à peu près 70 personnes, 70 coureurs qui sont arrivés. Là, c'était Didier Lefort, mais sur le 100 km. 70, donc il y a encore une centaine de concurrents qui sont, on le voyait tout à l'heure sur les images de Jonathan, du côté de Chapchaude ou sur la dernière étape. La fin du massif de Chartreuse, et des coureurs qui doivent arriver jusqu'à ce soir. Il y a 53 heures, c'est la barrière horaire. La ligne d'arrivée est ouverte jusqu'en fin de journée. Je pense que les organisateurs sont peut-être un peu souples si jamais certains coureurs flirtent avec les délais. Quand on a passé 53 heures dans la montagne, on peut avoir une petite tolérance de quelques minutes pour les accueillir ici à Grenoble. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de dégâts cette année.
Après, je tiens à dire qu'il n'y a quand même pas 160, mais quand même beaucoup plus, au moins 175, voire 180. Ça fait quand même la différence. Là. Quand tu penses que tu es arrivé avec 13-15-20 bornes, courage à eux, là, bravo, parce qu'on les a vus, certains ils étaient à l'arrêt, les pauvres, et il faut de la force mentale pour continuer là-dedans. Bravo. Ouais, effectivement, c'est bien de relever ça, parce que 160 c'est le nom générique, c'est le 100 miles américain qui en Europe s'appelle le 160 km, mais c'est pas. Voilà, on est ce que j'allais dire, on est au-dessus de 175 km réels avec pas loin de 12 000 mètres quasiment de 12 dénivelé. 000, Ouais, 12 000, c'était. Ah, il est hyper dur. Hein. Faut bien l'annoncer au départ, parce qu'après ça peut être trompeur et ça. Et mentalement ça peut faire mal quoi. Il faudra peut-être demander aux organisateurs de l'appeler le 175 l'année prochaine, mais c'est vrai que 160 c'est un nom un peu générique qui permet aux coureurs d'avoir une référence sur. Ouais, c'est ça, le 100 miles quoi, mais là, sur le 100 miles, il est plus long. Hein. Mais on avait un parcours très dur et puis avec un dénivelé beaucoup plus important aussi que dans d'autres épreuves. Je faisais le parallèle avec l'UTMB où on redescend à 1000 mètres d'altitude au maximum. Là, ce matin, vous êtes parti à 200 mètres d'altitude, vous êtes monté à Shamshod à 2000, ça fait une amplitude de 1800 mètres. Ah, mais il y a des montées, mais tous les jours j'ai l'impression on prend quasiment un double kilomètre vertical. C'est nous qui venons de région parisienne. Quand on a 50 mètres de dénivelé, on est content dans notre boss. Là, ça nous change. Hein. Ouais, c'est pas la même, ouais. Ouais, donc en tout cas, effectivement, plus de 175 km de parcours, 12 000 mètres de dénivelé, 20 heures, un peu plus pour parcourir ce challenge. On va plus vite, effectivement, en étape que quand on. Combien met le vainqueur du. 29 heures pour la gagne hier, Maël Pringent, qui est arrivé en début de soirée. Qui est un coureur expérimenté, hein, qui a déjà remporté des épreuves de ce type, 46 ans. Donc ça vous laisse de la marge à tous pour encore parfait. Pas tant que ça. Hein. C'est pour être ton père. Ouais, ça pourrait être le père de Yann. 25 ans d'écart, c'est largement suffisant. Quel âge Aurélien? Ah, j'arrête. Quel âge Aurélien? Je vais sur mes 42. Donc voilà, c'est effectivement. Bah bon. ouais. Ça veut dire qu'on a le vainqueur senior, le vainqueur vétéran et le vainqueur espoir. Ça veut dire que quand tu auras 40 ans, j'en ai 80. Ah non, ça marche. Bravo en tout cas à tous les trois. L'extrême, c'est déjà des distances que vous avez fait d'une traite, Thomas et Aurélien? Ouais, une fois j'ai fait la diago, mais c'est tellement dur qu'il n'y a plus de plaisir en fait. Et je sais même pas si j'y retournerai dessus. Thomas, 160 moi jamais j'ai fait des trucs aussi longs. Le plus long que j'avais fait c'est l'Ultra Trail du Vercors qui est à 85 km et 5005 de dénivelé. Donc voilà, pour l'instant je me suis pas trop expérimenté à l'ultra. C'est vrai comme dit Aurélien, c'est quand même spécial. Bon, je me suis quand même inscrit au Trail du Bourbon, la petite diagonale là, qui fait 115 km en octobre. Donc c'est un peu l'objectif de l'année. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien la Réunion, c'est joli. Bon, vous avez remporté d'ailleurs en 2018 l'Ultra Trail du Vercors, faites deuxième l'année d'après. Vous serez au départ de l'édition 2021? Bah ouais, du coup, j'aime bien cette course. Le Vercors, c'est sympa, je trouve. Donc je la refais cette année. Donc, voilà. Bah, surtout qu'en plus, cette année, vous l'avez pas bien vu le Vercors. Hein. On peut pas dire que vous ayez profité non, pas vraiment, non. des paysages, ni du Vercors, ni du Taillefer, ni de Baldon. La Chartreuse, un tout petit peu. On a vu les images de Shamshod, 10 minutes quand même. Vous avez bien été... Ouais, 10 minutes sur 20 heures, c'est une belle perf. 10 minutes au soleil sur 20 heures, effectivement. Et cette année, il ne fallait pas venir à l'UT4M pour les paysages, même si c'est souvent ce qui attire la plupart des concurrents. Il faudra revenir l'année prochaine pour profiter aussi de cette dimension du trail qui est importante pour beaucoup de coureurs. Aurélien, il l'a déjà fait 3 fois cette année. C'est le 3e tour complet. Donc le paysage, je pense que c'était moins frustrant peut-être que les autres de ne pas l'avoir tous les jours. Ouais, c'est bon, je m'en rappelais en fait. Je regardais mes chaussures ou alors les fesses de mes concurrents. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose cette année. C'est comme ça. Après, finalement, je pense que c'est moins dur de courir sous l'eau ou dans la brume, un peu au frais, que le final d'hier. Il était horrible là, sur le plat. Horrible. J'ai fini, mais vraiment très mal hier. Il faisait lourd, il faisait chaud, le soleil était sorti et finalement sur les 180 bornes, je crois que c'est ces 6 km là que j'ai le plus détesté. Ah, les 6 km tout plat dans la vallée du Grésivaudan. 6 km de plat sous le soleil, sous la chaleur là, c'était vraiment moche. Horrible. Avec Yann qui était devant, que j'essayais de rattraper là et qui s'était cramé.
Horrible. Ouais, bah, on a vu l'état dans lequel vous êtes arrivé à Saint-Nazaire-les-Ems, tous après effectivement cette traversée. Il n'y a pas d'autre solution pour passer de Beldon à la Chartreuse. Il y a effectivement quelques kilomètres Un bus peut-être de transition. Alors peut-être un train, un bus. Faudra. Il y a l'aéroport du Versou. D'ailleurs, quand vous arrivez de Beldon, vous tombez au Versou, qui est le site de l'aéroport. Après, je ne sais pas si les organisateurs valideront cette option pour les années à venir. En tout cas, Aurélien, qui a montré qu'il y avait beaucoup d'humour tout au long de ses interviews, va pouvoir se faire chambrer ce soir à la maison. Parce que vous terminez 3e et votre femme a fait mieux hier en terminant 2e du 40 Beldon. Ouais, elle est solide, hein, de toute façon. Je lui apprends plus rien maintenant, hein, c'est elle qui m'apprend. Mais ouais, bravo. Au début, elle était inscrite sur le 4x40 aussi. Et bon, après, on a eu un bébé il y a 8 mois, donc elle a déjà remis la barre très très haut. C'est incroyable. Seulement 8 mois après l'accouchement. Elle a gagné le marathon de Tenerife, elle a fait des trucs de ouf. Vraiment pas longtemps après, donc respect pour ça. Et là, elle a été sage, elle a fait 2 étapes sur 4, donc c'est déjà chapeau. Allez, 2 podiums, un 3e sur le Vercors, 2e sur... voilà, regardez cette petite image, elle est là, Tiffaine. Oui, on a l'œil avec le partout. bébé Camille. Avec Camille, voilà, qui a 8 mois et qui voit son papa s'écrouler après 4 jours d'effort. Ouais, là, c'est pas... Ça manque un peu de tendresse, mais il y a des moments où on peut plus. Et il n'a pas fait semblant, Aurélien, sur ce final d'étape. Voilà, une belle famille de trailers. Je pense que Camille, dans quelques années, elle viendra sûrement aussi jouer la gagne sur l'UT4M. Ouais, je lui conseillerais plutôt la pétanque ou le ping-pong. C'est plus facile, c'est beaucoup moins fatigant. Ouais, c'est vraiment un sport de fou. Ouais. Ah, c'est un sport de fou. Ouais. Bon, en tout cas, on est très content de vous avoir eu tous les trois là, pour débriefer cette épreuve qu'on a suivie pendant 4 jours. C'était aussi une première pour l'UT4M d'essayer d'être en live sur les points stratégiques. Et puis ici sur cette ligne d'arrivée, vous rentrez à Paris tous les deux ce soir. C'est boulot demain, c'est repos. Qu'est-ce qui va se passer après une course comme celle-là? Non, ce soir on va rester encore sur Grenoble, histoire de ne pas reprendre le volant sous la fatigue. Et puis on va aller boire une bière en ville et on va profiter un peu de Grenoble. Et puis on repartira plus tranquillement demain. Ah bah avec plaisir, Yann, je te paye une bière. Bon, voilà, on va savoir notre bière. Hein. T'es là aussi ce soir? Non, je suis pas là, mais cet après-midi, on va rester un petit peu. Ouais, ça sent le coma, ça. Bon voilà, on faisait le parallèle tout à l'heure avec le patron des kinés sur le fait que kiné et trailer c'était une profession c'était 2 activités très très compatibles et ma femme est kiné aussi. Ah bah voilà, alors ça conforte et puis c'est un sport de kiné. C'est un sport de kiné. On parlait du kiné le plus célèbre de Grenoble qui a été à l'école de kiné il y a quelques années, qui a peut-être été bénévole sur les premières années de l'UT4M, c'est François Den, qui je sais pas s'il a été après son diplôme à Grenoble, je ne suis pas sûr qu'il ait exercé beaucoup, François, mais qui a remporté hier un autre ultra très, très célèbre, la Hard Rock 100 aux États-Unis, en battant le record de Kylian Jornet sur cette distance. Voilà. Ouais, il n'a pas battu, il a explosé le record. François qui était venu remporter l'échappée belle, qui est l'autre grand trail ultra de l'Isère dans le massif de Beldon, qui aura lieu à la fin du mois d'août. Je ne sais pas, vous ne voulez pas tester encore cette ultra de Beldon? Non, merci, c'est gentil. Moi, je l'ai fait en étape, c'était bien sympa. Mais sur 3 jours, hein, c'était déjà un morceau. On est dans la ville de Thomas Cardin aussi. Eh ben, oui. Thomas Cardin, c'est un coureur vraiment de talent, très très humble. Et il a une puissance incroyable et je pense que il va faire parler de lui au championnat du monde. Eh ben, on était en direct sur Télé Grenoble dimanche dernier sur le Trail des Passerelles avec la victoire de Thomas sur le Maratrail. Avec un chrono incroyable. Voilà, il était plus que la victoire, c'était le temps qui lui plaisait. C'est juste phénoménal. Je crois qu'il met. C'est un marathon avec 2007, donc c'est à peu près aujourd'hui et je crois qu'il met 3h30. 3h30. Ouais. C'est de la folie, quoi. Il est vraiment, vraiment puissant. On va entendre parler de lui. Ouais. Thomas, qui est un jeune grenoblois, il est instituteur, professeur d'école à 300 mètres d'ici, l'école du Jardin de Ville. Vous êtes passé juste à côté de son école et qui aura le maillot de l'équipe de France en novembre prochain pour les championnats du monde. On lui souhaite le meilleur.
je pense qu'il peut faire quelque chose d'énorme. Et Thomas qui a le record d'ailleurs informel, Grenoble, Raché, voilà, il se tire la bourre entre trailers grenoblois pour... Les gars, ce soir, on se le tente ou... On tentera ce soir. Ouais, voilà, c'est la 5e épreuve. Fais gaffe à toi Thomas, t'es mal barré. Voilà, je sais pas s'il nous... Dormir tranquille. Même en se relayant à 3, on va pas faire grand chose. Je sais pas s'il nous écoute, mais on lui enverra le replay de cette retransmission pour qu'il puisse relever le défi. Voilà, Thomas qui fait partie effectivement des bons trailers de l'Isère. On a Nico Martin également qui a remporté la semaine dernière la grande course des passerelles sur 65 km, qui lui aussi a obtenu son billet qualificatif pour les championnats du monde en novembre. On a Julien Rancon également qui est un Isérois ça va faire une très belle équipe. qui a fait des belles perfs dans les championnats du monde. Donc ouais, Thibaut Garivier, c'est vrai qu'il y a finalement 4 au quart. Ah bah vous avez un beau terrain de jeu pour s'entraîner. Hein. Voilà ce que j'allais dire, il y a des bons coureurs à Paris, mais on en a aussi des pas mal ici. Et puis on a Nicolas, c'est pas le même sport. On a Nicolas Hérault qui voilà, arrive à l'instant. Ah bravo. En direct live, Nicolas Hérault, étudiant kiné également, qui vient de remporter le 40 Chartreuse. Il avait déjà gagné par le passé. Nicolas qui était dans une vague, je vais vous dire à l'instant le temps de Nicolas qui avait mis 4h02 à la Bastille, donc j'ai pas encore le temps. Ouais, donc il y a bien 20 minutes. Il doit mettre autour de 4h20, 4h22, 40 pour Nicolas Hérault. 34. Ah, il n'y a pas une grosse différence. 4h. Je pense qu'aujourd'hui on a fait une très très belle étape tous autant qu'on est. Ouais, mais c'est serré, hein. Tu vois, derrière c'est pas loin. Hein. C'est tout. Mais derrière Nico c'est long, je crois. Non? Ouais, on va regarder. Toi t'es monté à l'envers sur le secteur grimpeur. Oui, je vous ai croisé. Ah oui, tu t'es passé l'autre côté, ça change rien. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'ils vont là? Je regarderai sur Strava s'il y a une différence. C'est pareil, c'est le dénivelé le même, ouais, mais je sais pas. Ouais, je vous ai croisé. Et en même temps, ouais, la bifurque elle est où? Si, moi je savais où elle était. Il y a une micro-boucle quoi en bas. Il y a un panneau qui marquait à gauche. Je pense qu'il y a une micro-boucle. Ça change rien, c'est pas peu importe. Ça change rien, je suis deuxième quand même. On débriefe toujours après une course, hein, de toute façon, les parcours, les conditions. Ah, la bière, elle va venir là. Ouais, on va débriefer devant une bière. Ça me fait bien rêver. Ouais. Il paraît que c'est bon pour la récup. Voilà, Nicolas qui met un quart d'heure de moins que vous, tous les trois, mais bon, qui avait que ce parcours-là dans les il est costaud, Nicolas. Je crois qu'il a un record en 4 heures ici. Il la gagne quasiment tous les ans. Il la gagne à chaque fois il va vraiment vite. Il a même réussi une collée, si je peux me permettre. C'est qu'il y a 3 ans, il a gagné Beldon et il a gagné Chartreuse. Il avait fait les 2 courses autonomes comme Aurélien il y a quelques années. Je crois que c'était en 2015. Vous aviez fait Chartreuse et Vercors. À l'époque, il n'y avait pas le challenge. Exact. Ouais, c'était avant que le challenge existe. On avait fait les 2 étapes. Ouais. Et vous aviez remporté ces 2 courses autonomes. Et ben, Nicolas, en 2018, a fait Beldon et Chartreuse, a gagné les 2 courses aussi. Pour l'anecdote, il est kiné. Et voilà, il est étudiant kiné. Il est kiné. Il est encore étudiant. Je crois qu'il n'a pas encore validé le diplôme, mais il est à l'école de Grenoble. Si je travaille, j'ai de la place. Hein. Voilà, vous pouvez monter un bon staff de trailers. Je ne sais pas si, par contre, vous n'aurez pas tous tendance à aller plutôt vous entraîner qu'accueillir les patients. Il faut jongler entre les deux. C'est sûr que moi, je suis pas un kiné qui fait 60 heures. Hein. J'ai l'avantage de pouvoir m'organiser comme je veux. Donc, je peux faire assez peu d'heures finalement et profiter de mon sport et de ma famille. Quoi. Bon, merci à tous les trois. On va peut-être d'ailleurs l'accueillir dans quelques minutes, Nicolas. Bonne bière, bonne soirée à Grenoble, bon retour à Paris. Yann, on devrait vous voir prochainement sur les autres courses de la région. Il y en a des pas mal hein, en Savoie et en Isère. La semaine prochaine, il y a la 6000D, donc on va vite me revoir. Ouais. Vous serez au départ de la 6000D? Ouais, j'y vais. Je n'osais pas demander s'il avait des objectifs au mois de juillet parce que je me disais c'est déjà pas mal, un 160 challenge, en plus avec une cheville en vrac. Départ de la 6000D, qui est une autre course. Une semaine de récup, c'est pépère comparé à ça. Ouais, à 21 ans, elle récupère vite. C'est un sacré effort quand même qu'on a fait là. La 6000D qui porte son nom, 6000 mètres de dénivelé, même un peu plus à La Plagne en Savoie avec un passage à plus de 3000 mètres d'altitude sur le glacier. Donc, côte. Oui, il y a même 7000, il y a 3500 de D+, et de D-. Elle porte mal son nom. C'est comme le 160 à Grenoble qui en fait 175. Se fait arnaquer à chaque fois, c'est dingue. Ouais, c'est pour attirer le client et puis derrière on leur dit non, finalement il y a 20 bornes de plus. Bon alors allez bien vous reposer. On jetterai un œil la semaine prochaine sur le résultat on va surveiller ça, ouais.
de la 6000D. Et puis on vous espère à Grenoble pour l'UT4M en 2022 avec plaisir en tout cas. Franchement, avec plaisir. C'était un kiff. C'est vraiment une super course. Merci donc à Thomas, à Aurélien et à Yann, le podium de ce 160 challenge qui se poursuit puisque je crois qu'il y avait une dizaine de concurrents qui sont arrivés seulement sur cette course. Ils étaient plus de 550 au départ il y a 4 jours, jeudi. Il y a plus d'une centaine d'abandons, donc on devrait avoir encore énormément de coureurs. 23 arrivés, ouais, j'étais un petit peu en deçà. 23 coureurs sont arrivés. Voilà, on voit le classement qui s'affiche derrière moi. 23 arrivées et on devrait en avoir tout au long de la journée. La ligne d'arrivée qui est ouverte au moins jusqu'à 19 h.